Salut la compagnie, ici Pandov Stroknis. S'il y a une notion sur laquelle tout le monde aime taper en politique, c'est probablement celle de clivage droite-gauche. Il a été critiqué, défini, redéfini et remis en cause de tous les angles, soumis à toutes les alternatives, depuis la théorie du fer à cheval pour laquelle le monde politique se divise en fait entre des extrémistes qui se rapprochent et des modérés qui se ressemblent, celle d'une opposition entre société fermée et société ouverte, ou d'autres modèles encore plus fantastiques. Ceux-ci se veulent toujours plus complexes que le vieux clivage droite-gauche, mais finissent généralement par paraître surtout moralistes et naïfs, divisant davantage le monde entre gentils et méchants qu'autre chose. Ce livre, pas trop long et aisément abordable pour un public qui n'y connaîtrait justement pas grand-chose, écrit par Jeanine Mosulavo, est à la fois une défense de l'existence de notre bon vieux clivage et une analyse de ce qu'il recouvre. Il s'ouvre d'ailleurs sur un bel exposé de toutes les fois où le clivage droite-gauche a été remis en cause. Loin d'être un phénomène nouveau, cette remise en cause est au contraire très ancienne, commençant avant même la parution du Capital de Marx et la formation de la Première Internationale, que je considère personnellement comme étant la naissance de la gauche moderne. C'est comme si ce clivage avait, avant même son émergence à travers des théories politiques et des organisations spécifiques, été l'objet d'une critique permanente, notamment d'intellectuels préférant se voir comme ni de gauche, ni de gauche. Mais alors, ce clivage, à quoi sert-il et que recouvre-t-il ? Sur ce point, l'autrice propose deux réponses qui me paraissent pour l'une peu convaincantes et pour l'autre bien davantage. La première repose dans la pratique de la science politique telle qu'elle se développe à la Fédération nationale des sciences politiques et au CEVIPOF, auquel l'autrice a participé depuis les années 60. Dans l'après-guerre, il y a une envie de comprendre les idées politiques des Français qui conduit ces institutions à s'intéresser à la méthode du sondage, importée des États-Unis, qui vise à quantifier non seulement les alignements politiques des individus, mais aussi et surtout les certaines valeurs rattachées à ces alignements. Quand on va du groupe le plus à droite au groupe le plus à gauche, on voit croître l'attachement aux acquis sociaux, à l'anti-autoritarisme et à la permissivité sexuelle, et décroître la préférence pour le libéralisme économique, l'économie de marché, l'ethnocentrisme et les traditions. Ces tendances semblent se maintenir dans le temps long, jusqu'à l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. À gauche, une volonté de débasser les inégalités, et à droite, une volonté de les justifier. Cette approche me semble rater deux dimensions essentielles des alignements politiques, que l'autrice n'ignore d'ailleurs pas. D'abord le fait que les listes d'items sur lesquels on interroge les individus lors de sondages sont toujours définies par le haut, et que rien ne permet de partir du principe que les gens perçoivent réellement le politique comme cela. Ensuite, le fait que les organisations ont un rôle qui est justement ignoré. S'agit-il réellement d'une question de valeur ou tout simplement du fait que l'économie de l'opinion politique est essentiellement fixée par l'offre ? Le reste de l'ouvrage propose un type de réponse différent à ces questions, qui montre un électorat à la fois beaucoup moins stable et beaucoup plus actif dans la formation de ses opinions que ne le laissent entendre ces sondages. En utilisant des séries d'enquêtes qualitatives, en se concentrant sur la parole des acteurs plutôt que de leur imposer une série d'items, l'autrice laisse apparaître des électorats travaillés par des changements de fond sur le temps long, marqués par un passage à droite d'une forme de conservatisme à une sorte de réaction à mesure que le siècle avance, tout en cédant pourtant sur les mœurs. À gauche, on constate surtout un abandon quasi universel, sauf parce que l'autrice appelle l'ultra-gauche, de la question de la lutte des classes. Non pas comme le veut un discours un peu commun au bénéfice d'enjeux prétendument culturels, comme le mariage gay ou la question du féminisme, mais plutôt d'une application d'une grille de lecture morale à ces enjeux, ainsi qu'à ceux de l'économie. Ce point est également un sujet de désaccord entre l'autrice qui rappelle que le communisme a pu s'opposer au féminisme à l'époque, et ce que moi je lis, mais il apparaît assez nettement dans ses entretiens qu'un délitement des approches radicales et des modèles idéologiques fort à gauche conduit à une forme de valeur morale avant d'être politique. Contrairement à ce que veut un autre cliché, la gauche ne se renferme pas non plus tant sur un dogmatisme que sur des valeurs. Dans la politique et de plus en plus dans les idées, les organisations censées la représenter les ont abandonnées et elles comptent donc d'autant plus. Au début du XXIe siècle, c'est moins une disparition du clivage qui transparaît qu'une suprématie d'un des deux bords, la droite, qui tout en profitant des acquis obtenus par les luttes de gauche, a parvenu à imposer à l'autre bord qu'une gauche moderne, ce soit avant tout une gauche de droite. Avec dans le même temps le développement d'un pôle de lutte spontanée qui semble occuper l'espace de la gauche contestataire mais ne se définissent pas toujours en ces termes. En ce sens, malgré les désaccords que j'ai présentés, je ne peux qu'être d'accord avec l'idée de l'autrice quand elle explique dans sa conclusion sa lassitude face aux volontés aussi bien de dépasser le clivage que de ne le faire exister que par des coups de communication. Le livre de Jeanine Mosulavo est en ce sens une lecture à recommander aux personnes souhaitant se faire une idée des apports d'une certaine science politique, certes un peu old school, mais beaucoup plus intéressante que des élucubrations de plateau et des agitations d'éditorialistes de plus en plus réactionnaires, qui ne voient finalement le monde politique qu'à travers un regard extrêmement nombriliste et détaché des fameuses réalités du vrai monde des vrais gens invoquées par l'autrice. En ce sens, c'est peut-être mon biais sociologique qui me fait voir des limites aux conclusions du livre,
et je dois reconnaître que malgré ses limites, il y a plus à tirer de ce discours que de nombreux autres. Et puis je sais pas. Je peux pas m'empêcher de ressentir une forme de sympathie intellectuelle en lisant les dernières pages du livre quand l'autrice revient sur les sottises des politiques ancrées dans un modèle par trop déterminé par la communication. Croit-il vraiment que ça marche, demande-t-elle. Pour combler la faille qui sépare cette offre d'une demande incroyablement informée, structurée et affirmée, il conviendrait d'abandonner les élucubrations qui ne trompent personne, dit-elle avant de dénoncer les éléments de langage si repérables qu'ils en deviennent ridicules. Je peux pas m'empêcher d'avoir une réelle sympathie pour cet espoir de voir se développer un peu plus de conflits, un peu moins de communication, surtout de la part d'une personne qui fait ici un retour sur ses presque 6 décennies d'expérience en la matière. Qu'est-ce que vous voulez ? Moi aussi, des fois je suis émotif. Ça s'appelle Le clivage droite-gauche, toute une histoire. C'est écrit par Janine Mossulavo, et ça coûte 12 € aux presses de Sciences Po.